Depuis l'Allemagne où il prend sa source, jusqu'à la Roumanie et à la mer Noire où il finit sa course, le Danube parcourt l'Europe d'ouest en est sur près de 3000 km. Après avoir été une protection naturelle, un rempart pour l'Empire romain en proie aux invasions barbares, le Danube s'affirme au fil des siècles comme un axe de communication vital pour la plupart des pays qu'il traverse, et tout particulièrement pour la Hongrie, privée de débouchés maritimes. Cependant, bien plus qu'une voie commerciale, le Danube est un symbole. En reliant Vienne l'impériale à Budapest la romantique, il incarne les fastes de l'Empire austro-hongrois et devient, grâce à Johann Strauss, le plus célèbre des fleuves européens. Occupée par les Turcs, soumise par l'Autriche, colonisée par la Russie soviétique, la Hongrie n'a jamais rompu le lien qui la rattache à son passé, à son histoire. Une histoire qui prend naissance il y a plus de 1000 ans en Asie, sur les contreforts de l'Oural. Sous la conduite de leur chef Arpad, les Magyars quittent l'Asie et au terme d'une longue migration finissent par se fixer à la fin du IXe siècle dans une grande plaine située au cœur de l'Europe. En s'installant sur cette terre, traversée à l'ouest par le Danube et à l'est par la Tisa, les tribus magyares donnent naissance à la Hongrie. Les 7 tribus magyares, avec Arpad à leur tête, ont arrêté leur chevauchée fantastique place des Héros à Budapest. Figés dans la pierre pour célébrer en 1896 le millénaire de leur arrivée sur la terre hongroise, ce monument incarne l'attachement du pays à ses racines asiatiques et nomades. Budapest est une capitale vivante et éclectique, qui recèle des trésors d'architecture. Mais au-delà des chefs-d'œuvre baroques ou classiques, évoquant l'art nouveau ou l'époque médiévale, ce qui caractérise avant tout Budapest, c'est l'omniprésence du Danube. Comme si rien de beau n'avait pu voir le jour dans cette ville sans être tourné vers le fleuve. Jusqu'à la construction en 1842 du pont des Chênes, l'un des symboles de la ville, il fallait prendre le bateau pour relier Pest, la ville basse, à Buda, la ville haute. Des centaines d'embarcations en tout genre naviguaient alors sur le fleuve. Les premiers vapeurs sont mis en service au milieu du XIXe siècle. Ils n'assurent au début que des liaisons régionales. Quelques années plus tard, devenus plus grands et plus puissants, ils commencent à naviguer durant l'été entre Vienne et Budapest. La croisière sur le Danube est née. Aujourd'hui, ce sont plus de 80 bateaux qui accostent chaque jour à Budapest. Loin du centre-ville où se concentre l'activité croisière, à 2 pas des hangars d'un chantier naval aujourd'hui désaffecté, le Danube prend un autre visage. Devenu une base nautique et un port de plaisance destiné aux nouveaux riches et à la jeunesse dorée de Budapest,
l'ancien chantier naval a définitivement tourné la page. Le chantier naval démarre son activité à partir de 1832. On y construisait des bateaux pour le transport des passagers ou bien des remorqueurs. Après 1945, comme la Hongrie était dans le camp des vaincus, le chantier naval dut fournir au titre de dommages de guerre des bateaux pour l'armée soviétique. Cela dura jusqu'en 1953. Pendant cette période, on a fabriqué 2500 bateaux comme dommages de guerre. Et l'échange était très unilatéral puisqu'on recevait quelques voitures, des Lada. Au-delà de l'anecdote, cette base nautique s'inscrit dans la tradition. À Budapest, les bains laissés en héritage par les envahisseurs turcs et les innombrables piscines sont de véritables institutions. Quant à la pêche, même si elle se pratique dans les eaux malheureusement assez polluées du centre-ville, elle est, comme nous allons le vérifier tout au long de ce voyage, un véritable sport national. Ce long bateau blanc qui quitte Budapest, c'est le Victor Hugo. À son bord, nous espérons remonter la Tisza jusqu'à Tokaj. Mais dès les premiers mots d'accueil du commandant, on comprend que le niveau des eaux risque de poser problème. Donc, je vais vous donner déjà quelques détails techniques par rapport au bateau. Le Victor Hugo, c'est un bateau qui fait 82 mètres de long, 9,50 m de large, qui est propulsé par 3 moteurs de 300 chevaux chacun. Et ça lui permet d'atteindre une vitesse d'environ 18 km/h par rapport à l'eau. Donc vous verrez, quand on descend le Danube, on va un petit peu plus vite. Et quand on remonte la Tisza, là ça va aller nettement plus lentement. C'est pas qu'il y a du courant, c'est que le niveau d'eau est très bas. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu du niveau d'eau de la Tisza. Il a baissé de 2 mètres en 3 jours. Pour l'instant, ça suffit encore pour y aller. Maintenant, si ça baisse encore de 2 mètres les 3 prochains jours, on aura des petits problèmes. Après avoir quitté Budapest dans les lueurs du couchant, nous naviguons durant la nuit vers le sud en direction de Mohacs. Au petit jour, cette paisible cité proche de la frontière serbe apparaît au détour d'un méandre du Danube. Mohacs, vous diront les guides touristiques, n'a pas grand intérêt. La ville a bien été le théâtre, il y a 500 ans, d'une terrible défaite des Hongrois face aux Turcs, qui se traduisit par 150 ans d'occupation. Mais rien ne subsiste de ce tragique épisode de l'histoire nationale. Alors à Mohacs, les inévitables pêcheurs taquinent la brème ou le silure en toute tranquillité dans ce bras mort du Danube.
En fait, la sérénité de Mohacs n'est troublée qu'une fois par an, le second samedi du mois de juillet. Dans la petite localité voisine de Boya se déroule en effet un incroyable festival de soupe de poisson qui attire plus de 50 000 visiteurs et 2000 concurrents. Chaque année, Joseph participe au festival. Mais une fois la manifestation terminée, il ne range pas comme de nombreux participants son chaudron jusqu'à l'année suivante. Préparer la soupe de poisson du Danube fait réellement partie de sa vie quotidienne. Le plus important pour moi, c'est de conserver les traditions d'une manière générale, que ce soit pour la préparation de la soupe ou bien pour la pêche, l'utilisation et la fabrication des outils pour la pêche. Dans le monde d'aujourd'hui, tout va si vite, tout change si vite. C'est pour ça que l'on perd aussi rapidement l'usage des traditions. Pour ce qui est de la cuisine, par exemple, on peut naturellement acheter des soupes de poisson toutes prêtes, en sachet. Ce serait vraiment dommage que les traditions se perdent. Parce qu'il faut connaître son passé. Celui qui ne connaît pas son passé ne peut pas voir son futur. On est le fruit de son passé. Si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne peut pas savoir où l'on va. Ouais. Je trouve cela triste. Du paprika, quelques piments, chacun a ses petits secrets, et Joseph, comme les autres, a les siens. En général, les hommes sont interdits de cuisine, sauf quand ça se passe à l'extérieur, et qu'ils préparent la soupe dans le chaudron. C'est une tradition ancienne qui remonte à l'époque où l'on vivait au milieu de la nature. Quand les hommes allaient à la pêche, ou qu'ils gardaient les troupeaux, ils étaient entre eux. Ils faisaient donc la cuisine pour eux-mêmes. C'est de là que vient la tradition. Ce sont les hommes qui préparent la soupe. Les femmes n'ont pas le coup de main pour cuisiner dans le chaudron. C'est sûr que ça se passait comme ça, car la pêche et la soupe, ça va ensemble. C'était pas très compliqué. Sans paprika, avec quelques ingrédients très simples, ils n'avaient pas besoin des femmes pour ça. Le Victor Hugo reprend sa route vers le sud. En quittant la Hongrie, le Danube épouse la frontière entre la Croatie et la Serbie, pays autrefois réunis au sein de la Fédération de Yougoslavie. La région de la Voïvodine, qui fait aujourd'hui partie de la Serbie, abrite une importante minorité de Hongrois. En Roumanie, où ils sont près de 2 millions, mais aussi en Croatie, en Slovaquie ou en Ukraine, les Hongrois vivant dans les pays voisins sont si nombreux qu'on dit de la Hongrie qu'elle est le seul pays entouré par elle-même. Le fleuve est large et la météo clémente. Pour Denis, le commandant du Victor Hugo, la croisière se déroule selon le programme prévu. Alors en navigation, une journée normale, on essaye de partir le soir parce que sur le Danube il fait très chaud pour nous. Enfin, on trouve qu'il fait très chaud, donc on essaye de partir plus tôt. C'est plus agréable pour nous aussi pour les passagers. Et on essaye de s'arrêter dans la matinée dans une ville intéressante et de continuer plus tard une fois que les visites ont été faites. Nous sommes en été et en cette saison, la seule inquiétude, le seul risque, c'est la baisse du niveau des eaux. On a constamment des informations, donc il suffit de les appeler directement par VHF, donc je prends ça, je les appelle, je demande quel est le niveau d'eau à ce point précis, donc si je veux savoir. Et sinon on a des informations donc, pour le Danube 3 fois par jour, donc sur internet il y a un site qui s'occupe que de navigation, donc on a 3 fois par jour en temps réel les niveaux d'eau.
Et pour la Tissa, on l'a une fois par jour le matin. En cette fin de journée, le Danube semble avoir oublié de jouer son rôle de frontière. De quelque côté qu'ils viennent, Serbes et Croates se croisent au milieu du fleuve, partageant les mêmes plaisirs. Le spectacle est surprenant quand on songe qu'il y a quelques années, ici même, dans la région de Vukovar, la guerre faisait rage entre les deux communautés. C'est à Novi Sad, en Serbie, où le Victor Hugo est arrivé pendant la nuit, que tombe la mauvaise nouvelle. Denis ? Oui. Tu as une seconde ? Oui. Tu as du nouveau sur le programme de navigation ? Oui. Le niveau d'eau il a baissé encore une fois de près de 40 cm. Il y a 2 bateaux qui se sont mis au sec. Et donc c'est sûr on pourra pas y aller. En tout cas jusqu'au bout. D'accord, donc on peut commencer à mettre en place... On peut mettre en place le programme de remplacement. Oui. Pendant que le Victor Hugo prend la direction de Belgrade, nous rejoignons Szeged en Hongrie. Dans cette ville des bords de la Tissa, nous espérons trouver un autre bateau afin de poursuivre notre voyage au cœur de la grande plaine hongroise. Le calme et la beauté de la nature qui ornent les rivages de la Tissa nous font oublier un instant que nous sommes à Szeged, l'une des principales villes du sud de la Hongrie. Surnommée la ville du soleil, Szeged offre aujourd'hui le visage d'une cité rayonnante où il fait bon vivre et se distraire. Rien ne laisse supposer qu'il y a un siècle et demi, Szeged connut une incroyable tragédie. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, la Tissa, qui provoque chaque hiver d'importantes inondations, est progressivement régulée. On coupe des bras morts et on supprime des méandres. Mais en supprimant ces freins naturels que constituaient les méandres, le cours de la Tissa devient plus direct, les eaux prennent de la vitesse et donc de la violence. C'est ainsi que durant l'hiver 1879, comme le raconte l'historien István Tóth, le drame arriva. Une semaine avant la tragédie de Szeged, un barrage situé en amont, près de la ville d'Otmezővásárhely, avait déjà cédé. Et une partie de la vallée de la Tissa était sous l'eau. Après cet effondrement, les eaux entouraient et dominaient de plusieurs mètres la ville de Szeged, située dans une cuvette. Plusieurs télégraphes ont été envoyés au gouvernement, mais c'était déjà trop tard pour que le Parlement, malgré l'insistance de certains députés, vote les aides nécessaires. Les habitants et l'armée s'affairent pour renforcer les barrages du mieux qu'ils peuvent. Mais après plusieurs jours de lutte, l'eau est toujours là, menaçante. À l'aube du 12 mars, tout le monde est fatigué. Le dénouement est proche. Une semaine plus tôt, au nord, le barrage de Perskóra avait cédé, et c'est pour cela que l'eau entoura complètement la ville de plusieurs mètres. Les gens pensaient que le danger viendrait de là, mais à cause de vents et de pluies violentes, le barrage ferroviaire céda à l'aube et ouvrit une brèche large de 100 mètres. Les eaux se déversèrent alors à grande vitesse dans la cuvette que constituait la ville. L'inondation recouvrit la ville de plusieurs mètres, la détruisant complètement.
L'écrivain Miksát Kálmán, témoin du drame, rapporte que dans l'eau boueuse et sale qui inondait la ville, flottaient des cadavres d'animaux. À l'aube, il n'y avait plus de ville, rien que de l'eau partout. 190 personnes périrent emportées par les eaux. Seuls 250 bâtiments en pierre survécurent à l'inondation. La ville, constituée pour l'essentiel de maisons traditionnelles en terre, fut ainsi rayée de la carte. Au début du XXe siècle, en remerciement pour avoir finalement épargné les habitants, on édifia la première cathédrale de l'histoire de Szeged. Une église votive dont les parois de la nef sont ornées de mosaïques rappelant le drame. C'est sans doute pour les mêmes raisons, alors que l'ancienne synagogue avait résisté à l'inondation, que l'on construisit en 1903 ce nouvel édifice d'inspiration Art Nouveau mauresque. C'est à Songrad, une petite ville située à quelques kilomètres au nord de Szeged, que nous reprenons le voyage. Le niveau des eaux est anormalement bas, mais en observant la silhouette des bungalows dressés sur leurs pilotis comme sur des échasses, on imagine la force des inondations. À bord d'un petit bateau de plaisance piloté par Zoltán, nous commençons notre remontée de la Tisza. Zoltán est l'un des pilotes officiels de la Tisza. C'est lui qui aurait assisté le commandant du Victor Hugo si le bateau avait pu arriver jusqu'ici. Avec le lac Balaton, la Tisza constitue la destination estivale favorite des Hongrois. Ses rivages se transforment alors en véritables stations balnéaires. Avec le Victor Hugo, on ne pouvait pas passer par ici. Il y a moins de 50 cm de profondeur. On reçoit régulièrement des communiqués des services de navigation fluviale qui nous informent sur le niveau de l'eau, notamment au gué, qui constitue naturellement les passages les plus délicats. On ne pouvait vraiment pas continuer, parce que le niveau était tombé à 80 cm, alors que le Victor Hugo a un tirant d'eau de 1,10 m.
Seuls les ponts tournants et les bacs qui traversent ici ou là la rivière trahissent l'existence de villes et de villages. Depuis le fleuve, on ne voit rien. Les digues élevées de part et d'autre pour contenir les inondations ne laissent rien entrevoir. On a le sentiment de glisser au cœur d'une forêt épaisse et infinie. À voir ces enfants marcher au beau milieu du fleuve, on comprend que le Victor Hugo aurait eu quelque peine, malgré son faible tirant d'eau, à emprunter ce tronçon de la Tissa. Après 200 km de navigation depuis notre départ de Szeged, nous approchons de l'écluse de Kisköré. La mise en eau en 1973 du barrage de Kisköré a provoqué la formation d'un lac artificiel de 127 km². Une partie de cet espace est ouverte à la navigation touristique, au sport nautique ou à la pêche. Cependant, la zone du lac vers laquelle nous conduit Zalai, garde forestier, est soumise à une étroite surveillance. Elle abrite en effet une réserve ornithologique d'une grande richesse. Ici, sur le lac Tissa et dans le parc naturel de Ortobály, nous sommes dans une zone d'une grande richesse ornithologique. Cette région représente une sorte de frontière. Il y a de nombreuses espèces d'oiseaux pour lesquelles la Hongrie constitue la limite la plus à l'ouest de leur aire géographique. De plus, on trouve ici une aussi grande quantité d'oiseaux vivant dans les zones aquatiques que dans les plaines saturées par le sodium. Et ça, c'est unique en Europe. Sur le lac Tissa, l'espèce la plus répandue des oiseaux couvants est le canard colvert. Vers la fin de l'été, après la naissance des petits, les familles se réfugient dans les zones couvertes de macres. Ces châtaignes d'eau très répandues sur le lac sont idéales pour qu'ils y trouvent leur nourriture. C'est dans ces zones protégées, entourées de champs de joncs et de roseaux, que les colverts choisissent de nicher. La fin du jour approchant, Zalai nous conduit à travers un vaste plan d'eau recouvert de nénuphars et de châtaignes d'eau vers un endroit où niche une incroyable variété d'oiseaux.
Ces zones marécageuses abritent de nombreuses guifettes moustaques, une espèce très caractéristique de cette région qui vit en général dans les bras morts de la rivière. Elles y trouvent les plantes aquatiques idéales comme les nénuphars jaunes et les faux nénuphars pour y construire leur nid. C'est là que les oisillons attendent que les parents viennent leur apporter la nourriture. Derrière nous, il y a de nombreuses mouettes et des espèces qui couvent dans les roseaux, comme les hérons bioraux et les petits cormorans. Ces derniers font partie de la même famille que les grands cormorans, sauf qu'ils sont originaires de la Méditerranée orientale. C'est une espèce menacée un peu partout dans le monde et ils sont donc très protégés. En Hongrie, ils couvent régulièrement dans 3 régions, sur le lac Tisza, dans le parc d'Ortobály et sur le lac du Petit Balaton. Retrouvant Zoltán et son fidèle matelot, nous poursuivons notre lente remontée de la Tisza. Zoltán est né dans cette région. Enfant, il venait pêcher dans la rivière avec son père. Durant l'été, il y a beaucoup de monde, mais avec la fin des beaux jours, les touristes s'en vont. La vie reprend son rythme et les riverains leurs habitudes. Les gens qui vivent au bord de la Tisza sont plutôt pauvres. Alors depuis toujours, la seule façon de gagner sa vie naturellement, c'est la pêche. Tisza de Rogma, c'est un petit village comme il en existe des dizaines d'autres au bord de la rivière. On y rencontre de vieilles femmes qui font sécher de la menthe sauvage. Mélangées à d'autres plantes, elles en feront des infusions dont elles gardent jalousement le secret. Tisza de Rogma possède son bac qui assure la liaison entre les 2 rives du fleuve. Et puis, il y a János, le seul et unique pêcheur professionnel du village. Chaque matin, on va à la pêche. Je relève les nasses. Il y en a environ 30 ou 40 qui sont installées de façon permanente. Leur efficacité dépend en fait de la qualité de l'eau. Le mieux, c'est quand l'eau est boueuse, elles sont moins visibles. Et par contre, quand l'eau est plus claire, comme en ce moment, c'est moins bien. On n'a pas remonté grand-chose, 10 kilos seulement. De temps en temps, il arrive même que les nasses soient vides ou avec seulement quelques poissons. En fait, c'est en période de crue que la pêche est la meilleure. Au printemps, on a pêché un silure de 63 kilos qui mesurait 2,17 m de long.
On pêche également de belles carpes, des cendres, des esturgeons, des barbeaux, toutes sortes de poissons. La pêche est plutôt saisonnière. En été, que l'on soit pêcheur de métier ou simple amateur, on ramène pas grand-chose. Les meilleures saisons pour la pêche, c'est plutôt le printemps, l'automne et aussi l'hiver. En été, c'est minimum. C'est l'été. Les petits-enfants de Mihaly, le conducteur du bac, sont en vacances. Alors, pour passer le temps, ils font quelques traversées, observent les passagers, avant de faire un plongeon dans la rivière quand ils ont trop chaud. Les premiers bacs ont été mis en service au milieu du XVIIIe siècle. À cette époque, c'étaient les chevaux de halage qui, depuis la rive, assuraient le travail. Plus tard, au XXe siècle, pour faire face à l'augmentation du trafic, les embarcations sont devenues plus importantes et plus puissantes. Depuis que des ponts ont été jetés en travers du fleuve, les bacs sont devenus plus modestes, mais ils demeurent toujours indispensables. Le bac fonctionne presque toute l'année, enfin presque toute l'année, car ça dépend du niveau de l'eau. En fait, il s'arrête en automne, ou un peu plus tard, c'est-à-dire quand les premières glaces commencent à apparaître. Les gens qui l'empruntent, c'est surtout les gens qui vont travailler à Debrecen, ou bien alors ceux qui vont de l'autre côté, à Ortobay, ou bien Tiszafüred, la ville la plus proche d'ici. En fait, avec le bac, ça raccourcit pas mal la route. Troisième et dernier jour de navigation. Depuis notre départ de Szeged, nous avons franchi près de 400 km. Nous approchons de Tokaj. Au sortir d'un méandre, nous apercevons enfin la célèbre colline couverte de vignes, symbole de cette ville à l'histoire millénaire. Grâce à la richesse de cette terre volcanique que viennent bercer les eaux de la Tisa et à un microclimat chaud et humide, les hommes ont inventé ici un vin exceptionnel et unique.
Apprécié par Louis XIV, par Cromwell et les tsars de Russie, le Tokay fut surnommé le vin des rois. Au-delà de l'anecdote, l'histoire du Tokay ressemble à celle de la Hongrie à tel point que son nom est cité dans l'hymne national. Viticulteur talentueux, István Szepsi est également un fin connaisseur de l'histoire de son pays. En 896, quand les tribus hongroises sont arrivées pour conquérir le pays, il y avait déjà des viticulteurs dans cette région qui avaient résisté aux invasions barbares. Elles ont tout de suite aimé cet endroit. Elles s'y sont installées et se sont mises à leur tour à cultiver la vigne de Tokay, mais d'une façon bien différente de ce qui se pratique aujourd'hui. Au XVIe siècle, ici à Tokay, comme partout dans le monde, s'ouvre une nouvelle ère. La Renaissance a été propice aux grandes inventions et aux découvertes. C'est ce qui explique sans doute que c'est à cette période que le génie humain a inventé cette merveille qu'est le Tokayasu. L'assou, c'est une sorte d'essence qui, mélangée au Tokay, lui donne toute sa saveur. L'assou est obtenu en prélevant sur le pied de vigne des grains de raisin séchés. Les grappes de raisin sont taillées en permanence. Peu importe la quantité, seul compte le sucre contenu dans chacun des grains prélevés. Cueillis un par un, entassés dans des paniers, ces grains vont donner naissance à l'assou, dont la teneur en sucre peut atteindre jusqu'à 60%. Une fois le mélange effectué, le Tokay doit vieillir dans une cave pendant 4 ans au minimum. Cette technique à laquelle il a apporté sa touche personnelle, István Szepsi l'a en quelque sorte hérité de ses ancêtres. L'histoire de notre famille se confond avec celle de la naissance de la nouvelle ère du Tokay au XVIe siècle. C'était une famille de petite noblesse qui a toujours vécu dans la région de Bodrog-Kerstur et à Erdőbényi. Alors que la règle à cette époque était de devenir prêtre militaire ou bien magistrat, dans notre famille, il y a toujours eu quelqu'un qui a choisi de devenir viticulteur. En fait, dès l'âge de 16 ans, il était clair que je serais viticulteur. Depuis l'âge de 6 ou 7 ans, j'ai eu le coup de foudre pour le monde des vignes, bien avant que je sache quelque chose de ce métier, du raisin ou du vin. C'est comme ça que s'est forgé mon destin, au cas où mes gènes n'auraient pas été assez forts pour faire de moi le viticulteur que je suis devenu. En vérité, son père ne voulait pas qu'il choisisse ce métier. L'époque communiste n'était pas la meilleure qui soit pour être viticulteur indépendant. Le vrai problème, c'était surtout les soviétiques. Ils voulaient que soient produites d'énormes quantités de Tokay, ce qui signifiait produire du mauvais Tokay. À cette époque, la vigne faillit disparaître. István s'en souvient, lui qui a mis tellement de temps à réunir, à préserver et à faire revivre les meilleures parcelles. Je viens dans les vignes tous les jours. Il n'y en a pas un où je ne me rende pas dans l'une des 22 parcelles que nous possédons. C'est très prenant, mais je trouve toujours un moment dans la journée pour venir ici. Si on ne vit pas avec la vigne, comme on vit au sein d'une famille, on ne peut pas la connaître. Si on ne la connaît pas, on ne peut pas partager son amour. Et si on n'aime pas, on ne peut pas produire un vin qui possède une âme. Le plus important, ce n'est pas uniquement la qualité du vin, c'est disons plutôt l'esprit du vin. L'esprit qui va cheminer jusqu'aux autres. Ce qui est essentiel pour moi, c'est que mon âme trouve le contact avec la plante et la nature. C'est à cette seule condition que je peux être capable de transmettre cet esprit à l'amateur de vin. Tout cela ne se transmet pas uniquement au travers du produit lui-même, du vin, mais également dans les idées qu'il porte en lui.
Nous avions commencé ce voyage en évoquant les tribus magyares chevauchant depuis les steppes de l'Asie centrale jusqu'aux abords du Danube et de la Tisa. Nous le terminerons donc au parc national d'Ortobály, dernier sanctuaire de la Puszta, la grande plaine hongroise. Cette steppe sauvage, autrefois envahie par les crues de la Tisa, est aujourd'hui totalement asséchée. Elle abrite un parc où sont organisés des spectacles équestres pour les touristes et une véritable réserve naturelle où travaillent des scientifiques. Leur mission consiste à préserver la steppe originale et les espèces animales dont c'est le domaine. István est vétérinaire. Lors d'une précédente visite, il a repéré un poulain malade. Il revient aujourd'hui pour le soigner. Les chevaux sauvages se réfugient souvent dans cette ancienne ferme désaffectée quand ils ont besoin d'un peu d'ombre et de fraîcheur. Dans le passé, bien avant la présence de toute civilisation humaine, on trouvait déjà dans cet endroit des animaux de la famille des ongulés, comme l'auroch ou le cheval sauvage. Ce sont eux, par leur simple présence, qui ont permis à cette plaine recouverte d'herbe de rester vivante. D'une manière générale, avec l'arrivée des hommes, ces races se sont éteintes. Les premiers à disparaître furent les chevaux sauvages, il y a de cela environ 3500 ans. Les aurochs, eux, ont survécu un peu plus longtemps, jusqu'au XIIe siècle en Hongrie. István a repéré le poulain malade. Mais les chevaux ne se laissent pas approcher. Il va devoir lui injecter un traitement antibiotique avec son fusil. On tient à préserver le caractère naturel de la grande plaine de Hongrie, parce qu'ici, la faune et la flore sont restées identiques à ce qu'était l'ancienne steppe asiatique. Cela s'explique surtout à cause du climat. Les recherches ont démontré que la présence de ces races dans la grande plaine près de la Tisa remonte à plusieurs milliers d'années. Ces races constituent un ensemble vivant véritablement spécifique.
Cette partie de l'Europe centrale est utilisée depuis plusieurs centaines d'années par les hommes comme pâturage pour les animaux d'élevage. Cette présence a naturellement modifié l'environnement. Mais c'est parce que l'homme a utilisé l'immensité de cette plaine sans vouloir la transformer, en s'adaptant au rythme et aux contraintes naturelles, que l'on y trouve aujourd'hui encore les animaux traditionnels hongrois. Je ne sais pas exactement, mais avec le troupeau, on fait plusieurs kilomètres par jour pour qu'ils puissent manger assez. On rassemble le troupeau à partir de midi. Vers 15 h, ils se mettent en marche et continuent à paître jusqu'à 11 h du soir. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la tranquillité, l'air pur. J'ai toujours vécu comme ça. Quand j'étais enfant, il y avait toujours des animaux. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Il y a près de 1000 ans que les 7 tribus conduites par Arpad ont choisi de s'installer sur cette terre. Aujourd'hui, la Puszta est la dernière région d'Europe où la steppe continue à offrir l'aspect qu'elle avait autrefois. Entre Danube et Tisza, un espace de liberté pour les descendants des cavaliers magyars. Ici, on n'a pas de barrière. On peut chevaucher pendant des heures sans rencontrer d'obstacles. Ici, on est libre comme des oiseaux.